Mode d'action des hormones peptidiques. La fixation de l'hormone sur son récepteur, qui est situé à la surface de la membrane plasmique, d'accord, va déclencher un ensemble de mécanismes intracellulaires que l'on appelle des mécanismes de transduction, dont on va voir les détails tout à l'heure, qui aboutissent à la formation de ce que l'on appelle les seconds messagers. C'est-à-dire que le messager apporté par l'hormone, qui ne peut pas rentrer, va se transformer en un messager qui se trouve à l'intérieur de l'hormone, de la cellule. Ces seconds messagers sont de 3 catégories. Une première catégorie implique l'AMP cyclique comme second messager. L'AMP cyclique qui est synthétisé à partir de l'ATP intracellulaire. La deuxième voie de signalisation qui implique une deuxième classe de second messager implique les phosphoinositides membranaires. Et puis une troisième voie de signalisation implique le calcium comme second messager. Sur cette diapositive sont représentés les points communs entre la voie de l'AMP cyclique et la voie des phosphoinositides, les deux types de voies de signalisation des hormones peptidiques. Dans ces deux voies, un point commun est le récepteur. Le récepteur qui se trouve au niveau de la membrane plasmique et sur lequel se fixe l'hormone. Après fixation de l'hormone sur le récepteur s'active et va à son tour activer une protéine que l'on appelle la protéine G. La protéine G est une protéine trimérique qui est constituée de 3 sous-unités, alpha, bêta et gamma. Cette protéine G, une fois activée, sous l'effet du GTP, va activer à son tour l'effecteur, le numéro 3, et cet effecteur se trouve toujours du côté interne de la membrane. Cet effecteur se présente soit sous forme d'enzyme, soit sous forme de canal, soit sous forme de transporteur. C'est cet effecteur qui va générer le second messager. Voie de l'AMP cyclique. Dans la voie de l'AMP cyclique, l'hormone va se fixer sur le récepteur qui lui est spécifique, voilà. Le récepteur va être activé et active à son tour la protéine G trimérique. Cette protéine G va à son tour activer une enzyme qui se trouve du côté interne de la membrane, qui s'appelle l'adénylate cyclase et qui constitue l'effecteur. Cette enzyme, adénylate cyclase, va transformer l'ATP intracellulaire en AMP cyclique. Et c'est cette AMP cyclique qui constitue le second messager. L'AMP cyclique va à son tour agir sur une protéine kinase AMP cyclique dépendante, qu'on appelle la protéine kinase A. Cette protéine kinase A est constituée de 4 sous-unités. 2 sous-unités régulatrices et 2 sous-unités catalytiques. L'AMP cyclique va se fixer sur les sous-unités régulatrices et libérer les sous-unités catalytiques. D'accord ? Et ces sous-unités catalytiques vont permettre la phosphorylation de certaines protéines qui avant étaient inactives et après s'être phosphorylées deviennent actives. L'animation que je vous présente ici illustre l'exemple de mode d'action d'une hormone utilisant l'AMP cyclique comme second messager. Il s'agit de l'action de l'adrénaline libérée au niveau de la médulle surrénale sur les cellules hépatiques. L'adrénaline est représentée est en anglais dite épinéphrine. D'accord ? Lorsque donc sous l'effet du stress, l'épinéphrine, l'adrénaline est libérée dans la circulation générale, elle va arriver au niveau des cellules hépatiques du foie. D'accord ? L'hormone est représentée avec des petites boules violettes. Donc, lorsque l'hormone se fixe sur le récepteur situé sur la membrane plasmique de la cellule hépatique, le récepteur bêta-adrénergique, il y a une modification de la conformation du récepteur qui devient actif et qui va à son tour activer la protéine G trimérique.
cette protéine G, de 3 sous-unités trimériques, une fois activée, va à son tour activer la dénylate-cyclase, d'accord, la fameuse enzyme située sur la membrane plasmique donc de la cellule cible. C'est la dénylate-cyclase qui va transformer l'ATP en AMP cyclique. Après formation de l'AMP cyclique à partir de l'ATP, l'AMP cyclique va aller se fixer sur la protéine kinase A, à 4 sous-unités, et se fixe sur les sous-unités régulatrices et libère les sous-unités catalytiques. La sous-unité catalytique va pénétrer dans le noyau par les pores nucléaires et va phosphoryler, comme c'est une protéine qui phosphoryle, va phosphoryler une protéine CREB, et je ne vais pas rentrer dans les détails. L'essentiel est que cette protéine CREB va à son tour activer la transcription d'un gène, d'accord, target cell, gène, ce gène qui va coder pour une protéine qui intervient dans la gluconéogenèse et qui va faire augmenter le taux de glucose dans le sang comme réponse au stress. La deuxième grande classe de seconds messagers produits par les hormones peptidiques au niveau des cellules cibles est celle de la voie des phosphoinositides membranaires. Au niveau de la membrane plasmique, il existe plusieurs types de phospholipides comme la phosphatidylsérine, la phosphatidylcholine, la phosphatidyléthanolamine et le phosphatidylinositol. Alors le phosphatidylinositol fait partie d'une famille de phospholipides qui s'appelle les phosphoinositides. D'accord. Ce phosphatidylinositol, sous forme de phosphatidylinositol 4,5-biphosphate, que l'on appelle le PIP2, d'accord, le PIP2 qui se trouve au niveau de la membrane plasmique, va être coupé sous l'effet d'une enzyme qui s'appelle la phospholipase C, qui est donc l'effecteur. Et cette phospholipase C est elle-même, bien sûr, activée par la protéine G, laquelle protéine G est elle-même activée par la fixation de l'hormone sur le récepteur. D'accord? Donc, le PIP2, le phosphatidylinositol biphosphate, est coupé sous l'effet de la phospholipase C en 2 molécules, le diacylglycérol, DAG, et l'inositol triphosphate. Ces 2 molécules constituent des seconds messagers dans ce mode d'action. L'animation que je vous présente ici illustre le mode d'action d'une hormone qui met en jeu comme second messager la voie des phosphoinositides. Après donc fixation de l'hormone sur le récepteur, ce récepteur étant activé, il va activer la protéine G qui n'est pas représentée sur l'animation, et la protéine G va activer la phospholipase C, d'accord? Cette phospholipase C qui va couper le diacyle de PIP2 en diacylglycérol et en IP3. Le diacylglycérol reste fixé à la membrane et le diacyl de l'IP3 va aller se fixer sur une protéine canal qui se trouve au niveau du réticulum endoplasmique et qui va libérer le calcium dans le cytosol. À ce calcium s'ajoute une augmentation de calcium qui vient de l'entrée donc d'ions calciques à partir de canaux calciques, d'accord, ce qui fait donc augmenter le taux de calcium intracellulaire, et ce calcium va se fixer sur une protéine kinase, la protéine kinase C, l'équivalent de la protéine kinase A dans l'autre mode d'action. Et cette protéine kinase C, après s'être activée, en se liant au diacylglycérol, regardez, voilà, après s'être activée, va phosphoryler des protéines qui se trouvent dans le cytosol. Ces protéines qui, une fois activées, une fois phosphorylées, vont devenir actives et vont constituer la réponse cellulaire. Cette diapositive illustre le mode d'action qui utilise l'ion calcium, Ca++, comme second messager. Dans ce mode d'action, lorsque l'hormone se fixe sur le récepteur canal calcique, qui se trouve à la surface de la cellule cible, il en résulte une entrée de calcium à l'intérieur du cytosol. Ces ions calciques vont se lier, d'accord, à une protéine qui se trouve au niveau du calcium qui s'appelle la calmoduline. Le complexe calcium-calmoduline va se lier lui-même à une protéine kinase qui s'appelle la protéine kinase calcium-calmoduline dépendante. C'est l'équivalent de la protéine kinase C et de la protéine kinase A. D'accord? Cette protéine
calcium-calmoduline dépendante, en présence de l'ATP, va permettre la phosphorylation de certaines protéines, d'accord, qui, une fois phosphorylées, deviennent actives et constituent la réponse cellulaire. Il faut dire que l'ensemble, la majorité de ces protéines activées ou phosphorylées sont des enzymes clés du métabolisme.